Bonjour et bienvenue sur le plateau de No Plan B Seriously. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Corinne Audace. Corinne est une partenaire de travail, mais aussi une amie très chère. On a beaucoup travaillé ensemble sur l'accompagnement des dirigeants et surtout sur le programme de leadership au féminin. On s'est bien amusé et j'ai invité Corinne comme ma première invitée parce que pas seulement en tant que coach professionnel, elle a plein de choses à partager avec nous, mais c'est la première personne qu'elle m'a donné un feedback sur mon livre qui m'a vraiment touchée et qui m'a donné beaucoup de courage pour aller encore plus avant. Voilà, donc Corinne, bonjour. Bonjour Suzanne, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec toi sur nos plans B, qui est un concept, pas révolutionnaire, parce que c'est quelque chose qui est une évidence, mais qui me touche beaucoup et qui a résonné vraiment beaucoup, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, effectivement. Tu peux nous raconter, dis-nous déjà, qu'est-ce que tu en penses de plan A, plan B, ou de tout ce genre on va dire, d'état d'esprit, et comment, si tu as envie de partager avec nous un peu de ton parcours dans ce sens-là. Écoute, alors avant de partager mon parcours, ce que je veux dire, c'est que le concept de nos plans B, il a été pour moi une évidence. Et ce que je te disais, c'est que ça a résonné très fort parce que je dirais que l'essence même de l'accompagnement en coaching professionnel, c'est ça, c'est d'accompagner les gens sur des projets, sur leur projet A, et surtout les aider à se débarrasser de leur partie, moi j'appelle ça la partie sombre, la partie stabilité, la partie de sa zone de confort, qui à chaque fois elle est là, cette zone de confort, pour nous dire, comme une bouée de sauvetage, si ça ne marche pas sur mon plan A, je pourrais... Comment ? Au pire. Au pire. Si je ne sais pas quoi faire de ma vie, si ça ne marche pas mon plan A. Donc, d'ores et déjà, je crois que l'essentiel dans l'accompagnement, quel qu'il soit, sur n'importe quelle thématique que ce soit en entreprise ou en individuel, les gens viennent de toute façon en coaching pour aller d'un point A à un point B, n'est-ce pas ? D'un état présent à un état désiré. Et ils ont toujours un projet. Et ce projet, il est important et ils viennent en général nous rencontrer, nous les coachs. D'aller à un plan A à un plan B ou d'un plan B à un plan A ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est là où, effectivement, ton livre a du sens, dans le sens où moi, je vais les aider justement à regarder ce qui se passe vraiment pour eux quand leur projet A n'avance pas. En fait, quand ils se retrouvent, je dirais, au bout de la ligne et que, quoi qu'ils fassent, ça n'avance pas. Ils sont dans un état soit de démotivation, de saturation. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de vision. Et donc, le job d'un coach, un coach sérieux, c'est effectivement d'aller creuser, non seulement sur cette partie-là, de voir ce qui se passe, mais aussi de voir quelle est sa bouée de sauvetage, justement. Qu'est-ce qui se passe dans sa bouée de sauvetage ? C'est là où on met tous nos freins. Toutes nos peurs, toute la peur du jugement, la peur des autres, la peur de ne pas réussir, de ne pas se donner de permission. Et donc, cette espèce de dualité au changement, on appelle ça comme ça, c'est une dualité au changement. C'est-à-dire que tu veux changer, ok, tu as cette partie-là qui veut changer à l'intérieur de toi, puis tu as l'autre qui est extrêmement présente, cette espèce, moi je l'appelle le Jiminy Cricket, qui te dit la raison, mais non, mais pourquoi tu veux faire ça ? Tu n'en as pas les capacités, tu n'en as pas les compétences, tu n'es pas légitime, tu n'es pas, etc., etc. Et il faut faire très attention à ce que cette partie-là
ne prennent pas le pouvoir sur l'autre partie. Et moi, mon job de coach, ça va être vraiment non pas d'exterminer cette partie-là, bien au contraire, elle va nous servir et on va s'appuyer sur cette partie-là, sur ce projet B. Malgré tout, il est utile, il ne faut pas l'éliminer, ce projet B. Non, il existe, bien sûr, le plan B existe. Le plan B existe, mais il faut absolument le ménager. Alors, ça paraît peut-être irrationnel ce que je suis en train de dire là, parce qu'on va se parler entre ces deux parties, la partie de la stabilité, le plan B, et puis la partie projet A qui va de l'élan. La finalité, le désir, Voilà. Et ce qu'il faut, c'est négocier entre ces deux parties et voir comment et de quoi on va se servir pour atteindre 100% de satisfaction et qu'il y ait un déclic, le petit déclic pour assumer complètement son projet A. Alors, on ne se débarrasse pas. C'est ce que je te dis et j'insiste là-dessus. On ne s'en débarrasse pas, mais il va nous servir de tremplin pour avoir l'élan, pour continuer son projet A. Ça, je le vis beaucoup aussi parce que non seulement je suis coach, mais aussi j'exerce le métier d'accompagnement en transition professionnelle, tout ce qui est bilan de compétences. Et je rencontre énormément de gens qui ont, et bien évidemment, des projets. Ouais, c'est ça. ou qui arrivent, qui sont dans des situations où ils n'ont pas forcément de projet, mais ils ont le début d'un projet, mais il y a encore cette partie du projet B qui est très présente, voilà. Et donc, je me souviens, pour ne pas le nommer, je vais dire qu'il s'appelle Antoine. Mon ami Antoine, je l'ai accompagné. Il était dans une phase de transition. Ça faisait 20 ans qu'il était dans la même entreprise. Et puis, il a subi, malheureusement, de la toxicité au travail. Malgré son ancienneté, son expertise et ses compétences, il a fait un burn-out. Et il était en arrêt quand il est venu me consulter. Et on est parti sur l'idée que peut-être un coaching, ce n'était pas la bonne solution, que ce dont il avait besoin, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait et de quoi il pourrait se servir. Donc, un bilan de compétences, c'était vraiment idéal pour ça. Et au bout de 3 séances, ce qui a rejailli, ça a été, à partir du moment où on a parlé et on s'est débarrassé petit à petit, pas débarrassé, mais où on a été travailler sur la zone nos plans B, sur cette zone sombre. Il a regagné en confiance, c'est-à-dire en travaillant sur ses compétences, sur ses valeurs, sur ses forces, dont il n'avait absolument pas conscience, en fait. C'est ça, c'est la prise de conscience de se dire « je regagne en confiance » parce que à ce moment-là très précis, quelqu'un d'extérieur me dit et me donne une autre vision de moi. Et donc Antoine, il a vraiment pris, au bout de 3 séances, il m'a dit « c'est bon, je sais ce que je veux faire et je vais mettre en route immédiatement ». Et il s'est mis dans l'action, mais immédiatement. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire un business plan et son projet, c'est complètement différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Il était dans l'administration, tu vois. Et il va monter un food truck. Ah ouais. Et son projet, il l'avait depuis très longtemps, mais il se disait non. Mais dans ton rôle de coach, est-ce que tu as aussi réussi à sécuriser bien avec lui son plan A? Bien sûr. Parce que voilà, donc moi le plus important, à la rigueur, moi je dirais on s'en fiche de plan B, c'est-à-dire que bon, il est toujours là, il va être là, donc ça dépend quelle nuance il va être présent. Mais l'histoire, donc notre objectif, c'est le plan A. Voilà, et là c'est très important de bien sécuriser le plan A. Oui. Sinon, ça va être voilà, et après ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Exactement. Il faut rassurer. C'est-à-dire que tu as raison, et quand on travaille en bilan de compétences ou en coaching sur un projet, quel qu'il soit, oui, il faut aller jusqu'au bout de regarder si c'est atteignable et réalisable. Et effectivement,
on lâchera pas dans la nature quelqu'un avec un projet bancal, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Donc déjà, et la première chose, je dirais que celui qui est maître de son changement, c'est lui. S'il n'est pas au minimum impliqué, c'est sa responsabilité, si tu veux. C'est sa responsabilité. Il faut au minimum qu'il soit impliqué dans son changement. S'il l'est que moyennement, c'est qu'il y a encore des choses qui sont dans la partie sombre, tu vois, qui restent à... Mais là, tu vas aider à découvrir... D'accord, tout ce que fait à hésiter quelqu'un pour aller à fond. Parce que moi, je pense que, comme je dis dans mon livre, une fois qu'on a bien choisi, il faut d'abord bien choisir le plan A, le plan, on va dire, et surtout sécuriser ce plan dans le sens où de vraiment trouver une sorte de créer une sorte d'écosystème autour de ce plan et surtout de faire attention à son santé mentale, physique, portefeuille. Voilà, donc, et je veux dire que le rôle de coach, est-ce qu'il va encore si loin dans toutes ces parties-là ou ça s'arrête à un moment donné que la personne a trouvé, voilà, donc... Non, ça va bien au-delà parce que c'est ce que je te disais, tu peux pas dire à la personne, bon, c'est OK, tu as trouvé ton projet, vas-y. Non, mais je demande ça parce que quand tu as dit à partir de 3e séance, Antoine t'a dit, oh, c'est bon, j'y vais. On s'est revus après pour finaliser le projet, c'est-à-dire que je l'ai accompagné dans chaque étape de la création de son projet, et c'était c'était un projet tellement différent que j'avais pas du tout l'habitude de travailler sur ce type de projet, mais bon, voilà. Et tu as toujours ces nouvelles? Ça démarre, son food truck va démarrer là pour les fêtes de Noël et je lui souhaite beaucoup de félicitations, de chance. Ouais. Et bon courage. Mais oui, parce que il passe vraiment de quelque chose de complètement inconnu. Tu vois, il a travaillé dans l'administration pendant toute son existence. Et puis là, il décide d'être auto-entrepreneur. Donc Mais on voit beaucoup de ce genre de cas, de plus en plus en ce moment. Ce que je disais là dans l'épisode d'intro, le monde a changé. La situation est devenue de plus en plus dure et que je comprends que là, on est un peu... il y a une sorte... je ne veux pas dire ça, mais c'est vrai, il y a une sorte de désespoir un peu partout dans le sens où, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis bien là où je suis? Mais si je veux changer, comment je vais changer? Je suis toute seule, j'ai peur. L'hésitation, comme tu dis, on accompagne les créateurs d'entreprises, les dirigeants, et on voit de plus en plus qui se posent cette question. Mais même, moi, dans ma vie, je me suis posé plusieurs fois cette question-là. Est-ce que c'était aussi ton cas? Oui, ça l'était dans le sens où, avant de faire le métier que je fais depuis maintenant 15 ans, ça fait un paquet d'années maintenant. J'étais moi aussi, j'avais une zone de confort, j'étais dans ma zone de confort, j'avais un travail très stable, j'ai travaillé dans l'événementiel, dans un gros groupe industriel et je me posais pas vraiment la question de savoir comment j'allais gagner ma vie puisque tous les mois, évidemment, j'avais la sécurité, et puis le système a fait que, comme beaucoup de gens, à un certain moment, dans le cycle de ma vie, il s'est passé qu'il y a eu un petit grain de sable. Ce petit grain de sable, dont parle très bien d'ailleurs Hudson, dans les cycles d'Hudson. C'est une grille de lecture pour regarder où on en est dans le changement. Et moi, ça a commencé très fort dans le sens où j'allais au travail, j'avais plus de sens. Ce que je faisais, ça m'embêtait. Je devenais un petit peu rebelle. J'étais plus investie ni plus engagée pour le groupe pour lequel je travaillais. Et donc, il était temps de trouver des solutions de repli. J'avais 45 ans à l'époque. J'avais 25 ans d'ancienneté dans ce poste. Et même si j'avais beaucoup changé durant ma carrière... C'est le rêve de plusieurs personnes, quand même. Je me suis
un petit peu auto-convaincu qu'il était le temps de partir. Et j'ai fait cette démarche un peu toute seule. Maintenant, je regrette pas parce que j'ai monté ma société, mais je suis partie d'abord, mais je l'ai construit étape par étape. C'est-à-dire, OK, je vais partir de quelque chose qui est extrêmement sécurisant pour moi, et là, je vais vers l'inconnu. Je vais vers quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aidée d'outils intellectuels. J'ai repris une formation intensive. Alors, tu t'es préparée. J'ai contacté des gens, j'ai regardé, voilà, je me suis nourrie des autres, je me suis nourrie intellectuellement et puis il était temps, plus je me nourrissais, en même temps que je continuais de travailler pour cette entreprise, plus il était temps pour moi de partir en fait. Et plus mon projet, et j'avançais dans mon projet, plus j'étais sûre de moi, mais c'était d'une fluidité absolue, quoi. Et quand les gens, j'ai annoncé mon départ, on m'a dit oh, tu es courageuse. Et moi, je trouvais pas que c'était courageux parce que c'était fluide. Bah, comme je viens de te dire, c'est le rêve de plusieurs personnes d'être là à ta place. Et du coup, ce qui a été génial, c'est que leur oh, tu es courageuse, je n'étais pas trop dans cette compréhension-là de ce message-là. Et je le ressentais, tu vois, je le ressentais physiquement, je le ressentais intellectuellement. Je me disais, oh, c'est génial, je vais commencer, c'est une renaissance. Oui, je l'ai vécu comme une renaissance. Après, il a fallu construire sa visibilité, construire sa société. Ça a été, ça c'est une autre histoire, c'est une autre étape. Et là, j'ai toujours demandé de l'aide, en fait. Ça a été ma grande richesse, c'est que j'ai partagé et demandé de l'aide à ceux qui savent. Ouais, ça c'est important. Mais est-ce que, surtout au début de ce changement, est-ce qu'il y avait des moments que tu disais, je regrette, pourquoi j'ai fait ça, alors il fallait pas, alors est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que je suis fait pour... Il y a eu une période, je te cache pas, que quand les choses avaient du mal effectivement à démarrer, où je me suis dit... Si ça marche pas, je retournerai à un emploi salarié. Et là, je sentais que je le sentais pas du tout, en fait. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai pas tout fait tout ce chemin pour rien. Mais il y avait ce plan B qui était là et qui me tiraillait un peu l'esprit, la confiance. C'est pour ça que j'ai tout de suite, je me suis tout de suite aidée de ce que j'avais entendu, appris dans des écoles de coaching ou j'ai fait de la psychologie aussi. Et je me suis vraiment aidée de ça. Et j'ai surtout, ce que je te dis, j'ai demandé de l'aide à l'extérieur. J'ai partagé mon marasme, en fait, en se disant... Aidez-moi, il y a un truc que je ne sais pas faire. Je ne sais pas créer un site, je ne sais pas... Il y a plein de choses dans lesquelles je n'avais pas été formée pour ça. Donc, ça a été un échange merveilleux entre des gens qui démarraient eux aussi leur business. Et donc, on a fait des échanges de partenariats. C'était une super synergie, avec que des femmes d'ailleurs. Donc, forcément. Hein. Ouais, ça, je me souviens. Quand on montait le programme de leadership au féminin, je me souviens bien de ça. Mais encore ma question, c'est que pourquoi tu as attendu 25 ans? Ah oui, parce que c'était ça, c'est une très bonne question. J'ai attendu justement le petit déclic. Le petit déclic qui venait pas, en fait, puisque j'étais vraiment dans ma zone de confort, mais il commençait un peu à... cette espèce de... Le grain de sable, il commençait un peu à naître, mais ça a été étape par étape. Ça a été, de mauvais contacts, mauvaise hiérarchie, des choses un peu qui se sont déroulées où tu n'as plus de reconnaissance dans ce que tu fais. Et ça, c'était le déclic. D'accord. Plus avoir de reconnaissance dans son travail ou une reconnaissance assez médiocre dans le sens où tu te décarcasses, tu fais plein de choses et puis il n'y a rien. Il y a pas de vision, en fait. Donc, à partir de là, ça a commencé à mûrir. Je m'en vais. Je veux m'en aller. Je veux partir.
Mais qu'est-ce que je vais faire? Après, ça t'a pas manqué parce que après, comme tu disais l'autre jour lors de notre discussion, tu dis il faut accepter et faire le deuil avec le projet. Comment tu as Oui. vécu le... Alors, j'ai fait le deuil avec le projet. Je me suis fait accompagner, en fait, pour ça. Euh, j'ai demandé de l'aide opérationnellement pour tous les aspects Oui. techniques. Et puis, je me suis dit, je peux pas accompagner les autres si moi-même, je suis pas bien dans ma tête. Mhm. Donc, il y a des choses, je pense qu'il faut refermer des dossiers. Et comment Et le dossier professionnel. Donc, j'ai été suivie par une psychothérapeute pendant D'accord. au moins 1 an. Et c'est elle vraiment, c'est grâce à cette puissance qui est le fait de verbaliser tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, comment tu vois, comment tu te projettes. Je crois que ça m'a beaucoup aidée, en fait. Et ça m'a Épaulé. épaulée, oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, la dernière séance, c'était assez drôle. Je lui ai juste dit ça. Maintenant que je sais ce que je sais sur moi, ben, je vais devenir qui je suis. Vraiment. Et ça, elle m'a dit, bon, bah, je crois qu'on peut arrêter. D'accord. Donc, c'est important de se faire accompagner, de se faire aider, surtout dans cette période de deuil. Oui. Ouais, Parce que c'est la perte de quelque chose, c'est la perte de ton existence professionnelle, de tes habitudes, de ta Tes zone de habitudes, oui. confort. Surtout quand tu es dans une grosse boîte, culture de travail, c'est autre chose que d'être dans l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir. Ou être dans un PME ou dans une petite entreprise. Donc, c'est vraiment autre chose. C'est comme si c'est une sorte d'immigration pour moi. C'est une sorte vraiment de changer Oui, la culture, complètement quoi. ça. C'est la culture de travail qui change. Et ça demande beaucoup de courage. Je comprends que ton déclic, ça vient de fait que tu as reçu des signes, mais tu as commencé à t'ennuyer un peu, je peux dire, si Oui, j'ai c'est bien ça, compris. complètement. Mais ta réussite, c'est plus le courage d'accepter et d'adhérer à la nouvelle façon de voir les choses. Moi, j'accompagnais justement, là, je me souviens, il y avait après, c'est devenu une collègue, mais une personne qui a fait la même chose, exactement le même choix que toi, pas aux 25 ans, un peu moins, dans une dans une entreprise très sécurisée, bien, une marque qu'on adore d'être là, et elle a décidé de lâcher tout et aller créer son propre identité, entreprise. Et je commençais à l'accompagner en tant que conseillère de business, mais après elle est devenue, on travaille toujours ensemble, et elle me disait, attends, moi, parfois quand j'ai des choses à faire, même si je suis toute seule, je cherche. Je dis, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une équipe qui n'existe pas. Je fais comme ça, vous n'êtes pas là, comment je vais faire? Donc, c'est totalement différent. Donc, une personne qui est à un poste de managériat dans une grosse boîte et qui va aller maintenant être polyvalente dans toutes les tâches d'entrepreneuriat, ça fait peur. Et surtout, il y a toujours une sorte de peur des aspects financiers des choses. Oui. Parce que quand on parle des capitaux, moi quand je parle de sécuriser le plan A, et je dis toujours il faut sécuriser les capitaux. Et quand on dit, donc tu as un projet, qu'est-ce que tu vas faire? Tout de suite, les gens pensent l'argent. Le budget. Est-ce que j'ai le budget? Oui, le budget, bien sûr. Aspect économique des choses, c'est peut-être première chose, mais c'est pas tout. Donc, il faut vraiment sécuriser, comme tu dis, être accompagné ou avoir le réseau ou même se nourrir de notre capital culturel, comment on est grandi, comment on a été éduqué. Tu vois, tout ça, ça fait partie de nos capitaux. Et une fois qu'on a ça donne courage, ça donne confiance. Et c'est là que je pense que toi, tu as très bien compris l'histoire de, OK, je ne peux pas avoir tout ça toute seule, j'ai besoin d'aide. Ah oui. Parfois, on a besoin d'aide au niveau même d'un prêt de banque, financièrement parlant. On a besoin d'aide, comme tu dis, dans le côté opérationnel. On a besoin d'aide dans le côté
émotionnel des choses. Mais voilà, donc il faut vraiment avoir le courage et la confiance de bien mettre en place, bien synchroniser, je dirais, tous les moyens qu'on a pour pouvoir réussir. Il ne faut pas dire, bah oui, on est toute seule, et alors? Le problème, en plus, de travailler tout seul, et quand tu n'as pas eu l'habitude, comme ta collègue, c'est assez déroutant. Ça peut être très déroutant. Donc, on peut s'enfermer dans une espèce de procrastination, ce qui m'est un peu arrivé aussi au tout démarrage, parce que je ne savais pas comment prendre les choses, et au lieu d'avancer concrètement, d'être dans l'action, je faisais plutôt quelques pas en arrière. Je disais, je ferai ça demain. Je ferai ça demain. Oh, la compta, je ferai ça demain. Ou l'aspect de tout le démarrage Google là, sur le net, tout ça. Oh, ça me fait un peu peur. Je ferai ça demain. Et après, c'est pas si mal comme méthode non plus, hein, parce que parfois... la nuit porte conseil déjà. Ouais. Parfois, il faut avoir un peu de recul pour un peu plus de réflexion, avoir des avis des autres, avoir le bigger picture, comme disent les Anglais. Faut pas s'enfermer là-dedans. Mais là j'ai encore une autre question, parce que là ça commence à m'inquiéter. Le fait est que, OK, tu t'es dit, OK, je pars, je vais faire ça et je vais réussir. Ouais. Mais jusqu'à quel point tu vas te donner pour réussir? Parce qu'il y a toujours un autre risque que de l'autre côté, si on exagère, si on appuie trop fort, si on se met trop de pression, la santé que je parlais, la santé mentale va être, ou même physique, va être en danger. Comment toi, tu vois ça en tant que coach? Écoute, clairement, alors, si on parle de ce que j'ai vécu moi, très bizarrement, quand tu es aligné avec ton projet... un peu comme Antoine l'a été précédemment, de ma petite anecdote, rien ne peut t'arrêter. En fait, c'est incroyable l'énergie que tu peux avoir et c'est décuplé. C'est comme une évidence, en fait. Je ne sais pas à qui je parlais de ça. Je crois que c'est à toi. Je me disais, tu sais, c'est comme une rencontre amoureuse. Quand tu rencontres ton chéri pour la première fois et que tu sais que ça va être le bon, tu te poses pas 36 000 questions. Voilà, et donc tu fonces parce que tu te poses pas de questions, parce que c'est évident. Ton job, c'est pareil. C'est-à-dire, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé comment tu allais le faire, tu as une confiance absolue, c'est aussi là-dessus, c'est ta confiance sur laquelle il faut t'appuyer. Et bizarrement, ça décuple ton énergie, tes idées, ta créativité. C'est une évidence, tu vas réussir. C'est un mariage entre la passion et le travail. Exactement. Bien sûr qu'il faut aussi canaliser et voir justement quand ces périodes de marasme arrivent et reviennent, savoir les gérer en fait. Comme ce qui m'est un petit peu arrivé au début, c'est-à-dire, waouh, j'étais à fond, j'ai monté mon projet, et puis là, je me suis dit, mais comment on fait pour démarcher les entreprises? Mais comment oui. Comment fait-on ces choses-là que je ne sais pas? Donc, je procrastinais. Puis, je me suis dit, non, il faut aller à la rencontre des gens. Et puis, une rencontre a amené une rencontre qui a amené une autre. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je dirais qu'on m'a un peu... l'univers a été très gentil avec moi et m'a offert la possibilité de rencontrer des gens qui m'ont donné l'impulsion. Oui, toi, tu as réussi à gérer ça, mais est-ce que tu as eu des cas qui n'ont pas réussi à gérer ça, qui sont partis dans une excession, une exagération qui arrive, même dans le plan A, on peut arriver à un burn-out. Oui, c'est vrai. Et c'est quand que tu leur rappelles que, attention, il faut pas, oui, c'est la finalité, c'est votre plan, c'est le plan, mais il faut être attentif à tout moment. Il faut sécuriser le plan. Il ne faut pas se tuer pour le plan. Parce que ça, c'est très important. Moi, je veux que... Parce que je vois aussi les gens qui disent, peu importe le prix, je dois réussir. Oula.
là, ça fait un peu peur. Ouais, Et le prix, parfois, c'est très cher. C'est trop cher. il faut avoir de l'ambition. L'ambition, elle est nécessaire. Mais effectivement, il faut savoir la doser, il faut savoir équilibrer. Il faut savoir jusqu'où tu peux aller. Effectivement, tu as raison, mais le boulot d'un accompagnant sur ces sujets-là, évidemment qu'il aura l'œil de voir si la personne en fait trop ou en fait pas assez, hein, justement pour la réussite de son projet. Mais oui, il faut voir si c'est atteignable et réalisable. Hein, c'est le mot. Et est-ce que tu leur aussi accompagnes dans le sens où, OK, tu as tout donné, ça a marché ou ça n'a pas marché, maintenant, c'est pas si grave que ça. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut tellement pas échouer qu'on se tue carrément. Donc, Alors oui, l'échec, c'est bien sûr qu'on peut aller jusqu'au bout d'un échec. Jusqu'à un projet A qui arrive à malheureusement ne pas fonctionner. Et là, on travaillera bien évidemment sur le deuil de cette chose-là et de lui faire comprendre qu'il va se servir et que tous les échecs dans l'existence, alors là, c'est du bon sens, hein, ce que je suis en train de dire, mais servent à quelque chose. Et donc, il va se servir de cette chose-là pour rebondir et se dire... je ne referai pas la même bêtise ou je m'y prendrai différemment. Voilà, c'est comme les histoires amoureuses. Voilà pourquoi je suis focus là-dessus, mais c'est à peu près ça. Tu as eu une très belle histoire d'amour pendant un certain temps et puis cette histoire d'amour, elle s'arrête malheureusement. Il y a eu le petit grain de sable. Et donc, tu te sépares. Voilà, il faut que tu fasses le deuil. Bon, oui, tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. De dire que tu vas rebondir et la prochaine fois que tu trouveras un autre amoureux, tu vas le choisir en fonction de ce que tu as déjà vécu et que... Ou tu vas dire que j'ai vécu une histoire d'amour. Ouais. C'est-à-dire que finalement, c'est de dire je regrette rien. Voilà. J'ai donné tout ce que... Voilà, je suis allée jusqu'au bout. Voilà. Je suis indulgente avec moi-même. Tout à fait. Et je ne veux pas me dire un jour, si je me suis, si je me suis lancée, si je me suis donnée, donc, pour moi, la réussite, en gros, ce n'est pas finalement le résultat. Non. C'est le vécu. C'est là où... Le vécu, oui. C'est le vécu là où tu dis, j'ai essayé, j'ai donné, j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est un accomplishment plus que le résultat lui-même, non? Absolument. Et toute expérience est bonne à vivre, même les plus douloureuses. Elle nous apporte son lot d'informations, de ce que je pourrais faire, ou ce que je suis capable de faire, ou ce que je ne pourrais plus faire, ou ce que je n'accepte plus. Hein, c'est une histoire aussi d'acceptation. Si tu acceptes le fait de ne pas réussir, voilà, tu l'acceptes. Et on va repartir dans une autre dimension. Là, peut-être qu'on va utiliser un autre projet A plutôt qu'un projet B. Mais pour se relancer dans un autre projet, évidemment qu'on va se servir de notre socle de connaissances, de compétences, d'expériences qu'on a vécues. Et on n'aura pas du tout envie de refaire et de reproduire le même schéma. Et en tout cas, comme tu dis, quand tu parlais d'un autre projet A, mais le projet A, ça peut être... aussi modifier, évoluer, pivoter, s'adapter à la situation actuelle. Donc, c'est pas forcément un plan B, mais ça peut être le plan A. Bien sûr. On va dire adapté. C'est ça, hein, on peut dire. Absolument. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans un projet A, on a le droit aussi d'échouer. Oui. Oui. On a le droit d'échouer. Oui. Et que ça peut continuer sur autre chose de différent, mais quelque chose qu'on aura modelé avec ce que je disais précédemment, hein, avec un autre regard, avec une autre vision sur le projet. Et donc, avec plus de force, en fait.
avec plus de réalisme aussi. Comment ça se fait que tu m'as encouragée autant sur le concept, sur le livre? Parce que toi, t'es pas quelqu'un qui accepte facilement les choses. Comme tu dis, Oui, si, mais ton côté rebelle est toujours là, hein? C'est pas qu'il y a 25 ans. Ah non, tu es rebelle une fois, rebelle toujours. Rebelle toujours. Oui, non, c'est que effectivement, lorsque tu m'as fait lire Nos plans B, je l'ai lu, mais je t'ai d'abord dit, oh moi, tu sais, tous ces livres sur le développement personnel, je suis pas, parce que c'est pas que je connais tout, je sais tout, non, loin de là. Je me souviens, tu m'as dit, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, bien sûr, bonne rebelle. Et en fait, tu sais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire même en sachant tout ça, sur toutes ces choses, et comment mener un projet A de A jusqu'à Z. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un projet. Quand j'ai lu ton livre, moi, ça faisait 5 ans que j'ai un autre projet beaucoup plus personnel. Je ne sais pas si on peut le dire d'ailleurs. Oui, c'est comme tu veux, ouais, bien sûr. Donc, j'ai un projet d'écriture. Et ce projet d'écriture, c'est devenu un roman au fil du temps. Voilà, un roman. Et ce roman, en fait, il est bien planqué dans mon ordinateur et il n'en bouge pas, si tu veux. Et j'ai dû le faire lire à quelques amis très proches et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu attends pour... Voilà. Et j'en suis toujours au même stade. Et donc, ça fait 5 ans que je procrastine sur le sujet de l'écriture et de ce roman. Et tu m'amènes ton livre, Nos plans B, extrêmement bien écrit, extrêmement simple et qui m'a redonné, en fait, c'est bien aussi d'avoir un peu de temps en temps, de travailler sur soi aussi de temps en temps, qui m'a redonné, en fait, un éclairage sur ce que j'étais en train de vivre. Et en des mots très simples, j'ai trouvé exactement, en fait, dans ce livre, l'exemple de cette femme qui écrit. Et donc, ça m'a particulièrement touchée. Il y avait un exemple, il y avait un cas exactement. Exactement, voilà. Et donc, je me suis vue dans cette femme qui écrit, mais qui n'ose pas le faire, et puis qui se lance, et qui est accompagnée par toute sa famille. Et je vivais... Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'en suis au bout de 5 ans à ne rien faire, etc. Et en lisant ma Susan, en te lisant, je me suis dit, mais oui, bien sûr, voilà quelles sont mes peurs. J'ai compris. Ah oui, tu avais peur. J'ai peur. J'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Voilà, je me suis dit, tiens, je pas forcément légitime dans l'écriture. Pourquoi j'irais publier un livre? Qui ça va intéresser? Tu vois. Alors moi, mais évidemment, dès qu'il s'agit de soi, c'est ce que je dis, le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que un peu dur parfois. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Pendant des années, j'ai monté des ateliers d'écriture dans les entreprises et j'ai fait écrire les autres. Voilà, j'ai fait écrire les autres et je me suis nourrie de leur... Non. Et alors? Et en fait, ça m'a donné beaucoup de créativité. Ça a développé vraiment ma créativité, mon inspiration. Et c'était des moments vraiment de plaisir intense dans le travail, de faire travailler les autres. Et c'est ton livre qui m'a fait prendre conscience que... et toi? Et moi? Oh, que yes! Et donc, depuis quelques semaines, j'ai sorti le bouquin. Je suis en train de le faire corriger. Et super. Puis, j'ai mis un plan d'action en route. Et ça y est, je me lance, en fait. Voilà. Ah, génial! Mais il a fallu la petite étincelle, la petite fée clochette. La petite fée clochette qui me dise « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah, c'est super, ça me fait plaisir. Franchement, maintenant que je sais l'histoire derrière... Ah ouais, génial. Et pourtant, tu vois, j'étais assez... je me dis, oui, je vais te lire pour te faire plaisir, etc. Mais en fait, j'y ai trouvé une solution pour moi, en fait. Ah, super. Ça a déclenché l'élan. Voilà. Est-ce que tu me permets de parler de ça sur la 2e édition de ce livre? Oui, si tu veux, ouais.
Parce que là, il va y avoir une deuxième édition, je ne sais pas quand, mais quand on a beaucoup plus de cas, d'exemples, de vécus sur des choses comme ça qui fait super plaisir à entendre. Au moins, ça va peut-être faire le déclic à quelqu'un d'autre et à moi-même aussi. Là, tu m'as encore donné plus de peps, de En ce moment, j'accompagne pas mal de managers dans le cadre de leur fonction sur des fondamentaux du management et quand ils ont tous des projets à mener, et je leur dis, je leur donne ton livre. je leur donne ton livre en leur disant, lisez ça. Et puis, on en reparle. Ouf, cool. Je suis très contente. Non, mais merci à toi. Non, franchement, merci Corinne d'avoir accepté mon invitation, d'être notre première invitée et de partager avec nous l'importance d'être accompagnée, l'importance de ne pas se sentir seul, l'importance de ne pas avoir peur de la peur, de ne pas avoir peur de l'échec, Voilà, on vit qu'une seule vie, il faut profiter, il faut y aller et voilà, on est là. Moi, je pense que j'ai adoré l'épisode. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou recommander Non, ça me paraît très clair et c'est vrai ce que tu dis. On ne construit rien avec le pied sur la pédale de frein. Voilà, c'est tout. Et que la vie est très courte, il faut oser. Mais pour oser, il faut aussi construire. Il ne faut pas partir comme ça à l'aventure. Il faut se faire aider et il faut aussi avoir un plan d'action qui nous donne l'élan, en fait. Parce qu'on n'ose pas... on peut oser des choses débiles, mais des choses concrètes, des choses qui vont prendre vie. Il faut effectivement pas être seul. Voilà. Et avoir la vision des autres, c'est très important. Mais aussi être impliqué à 100% dans son projet. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas forcément parlé. Mais si on n'est pas impliqué dans son propre changement, il ne se passera rien. 100%. Oui. Allez, 100%. Allez, 100%. 100%. Bon, j'espère que vous avez adoré la discussion comme moi. Si vous avez des commentaires ou des choses à partager avec nous, vous savez où nous trouver. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine épisode avec une autre invitée si géniale que Corinne. Oh non. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Et no plan B, seriously.